Dans une banlieue au Texas, on trouve les cadavres de femmes assassinées dans leur bureau. Ces meurtres ont été commis dans un rayon d'à peine quelques kilomètres. Les enquêteurs devront trouver les points communs entre ces meurtres pour arrêter le tueur avant qu'il ne frappe à nouveau. La propriétaire d'une station-service est poignardée à mort en plein jour. Même s'il y a peu d'indices sur la scène du crime, les os de la victime portent les marques de l'arme du meurtrier. Les scientifiques devront réunir beaucoup d'indices pour en arriver à résoudre ces crimes. Le plus souvent, les criminels tentent d'effacer toute trace de leur présence. Mais c'est la méthode qu'ils ont utilisée pour tuer qui peut laisser des traces indélébiles, car leurs armes ont marqué à jamais leurs innocentes victimes. La région métropolitaine de Houston, au Texas, est l'une des régions qui se développe le plus rapidement aux États-Unis. Elle connaît une croissance économique spectaculaire. C'est l'endroit rêvé pour ceux qui cherchent à améliorer leur sort et qui sont à l'affût de meilleures perspectives d'emploi. Mais en 1996, la banlieue de Houston allait être terrorisée par un tueur sadique. Vers 17h30, à Spring, le 5 janvier, Jerry Cohen retourna à l'entreprise de location d'espaces d'entreposage dont il était le propriétaire avec sa femme, Rita. Cohen fut surpris de voir que le bureau de Rita était verrouillé et que l'écriteau fermé avait été placé sur la porte. Rita! Inquiet, il fit voler la vitre en éclats. Le bureau avait été saccagé, mais ce que Cohen vit ensuite était bien pire. Il alerta la police. Un patrouilleur du quartier arriva quelques minutes plus tard. Malheureusement, il était trop tard. Rita Cohen était morte. 4833, we have a confirmed DOA. We need a supervisor. On dépêcha des enquêteurs de la section des homicides sur les lieux. La victime avait été étranglée avec une attache de plastique à fermeture automatique. Ses mains et ses pieds étaient ligotés. Les enquêteurs croyaient qu'elle avait tenté de se libérer une main dans un effort désespéré pour rester en vie. Le détective Ben Bale d'Harris County participait à l'enquête. Sa mort a été brutale. Avec cette attache autour du cou, la victime savait à coup sûr qu'elle en mourrait. Et il lui était impossible de l'enlever. Le mobile de ce meurtre semblait être le vol. Nous croyions que c'était un crime prémédité à cause de l'arme, c'est-à-dire les attaches qui avaient été apportées par le meurtrier. Les attaches étaient faites de plastique industriel. Les enquêteurs fouillèrent le bureau à la recherche d'indices sur l'identité du meurtrier. La caisse avait été vidée de l'argent qu'elle contenait, mais quelque chose d'autre capta le regard du détective Bell. C'était un formulaire de location partiellement rempli. Sur le bureau, on a trouvé un contrat type qu'on faisait remplir aux personnes qui louaient un espace d'entreposage. Toutes les informations sur la société figuraient déjà sur le formulaire, même le numéro de l'espace qui faisait l'objet du contrat. Mais il n'y avait aucun renseignement sur le client. Les détectives commencèrent leur enquête en interrogeant les gens les plus proches de la victime,
en espérant qu'il fournirait des réponses. Quel que soit le type d'homicide, on doit toujours commencer par les gens les plus proches, comme la famille. Le détective Bell interrogea le mari de la victime, Jerry Cohen. Comme il avait été l'une des dernières personnes à la voir en vie, je l'ai interrogé de façon approfondie. J'ai obtenu sa déposition. Cohen déclara qu'il avait vu sa femme Rita en vie le matin même, au moment où il partait travailler vers 8 heures. Ils avaient discuté des courses à faire. Tout semblait normal. Mais lorsque Cohen était revenu vers 17h30, il avait trouvé sa femme morte. Il avait un alibi pour toute la journée puisqu'il était à son lieu de travail. Lors de l'autopsie, le médecin légiste remarqua de profondes égratignures au cou de la victime. La tâche avait été nouée avec une force extrême. Rita n'avait eu aucune chance de survie. Elle était morte par strangulation. Elle avait d'autres contusions aux poignets et aux chevilles qui avaient été ligotées. Avec ses attaches de plastique, le meurtrier disposait d'armes efficaces et fatales. On envoya ces attaches au laboratoire judiciaire de Harris County pour analyse. Matthew Clements y est expert dans l'analyse de marques laissées par des outils. Pour identifier les marques laissées par les outils, il faut être capable de se représenter un modèle en 3 dimensions. Un modèle qui a une forme bien déterminée, par opposition, par exemple, à un morceau de papier ou à quelque autre objet plat. Il faut donc s'entraîner à voir et à imaginer en 3 dimensions les outils qui ont produit ces marques. Les attaches de plastique étaient de fabrication industrielle, comme celles que l'on retrouve dans le marché des appareils électriques, notamment les climatiseurs. À première vue, elles semblaient ordinaires et n'avoir aucune caractéristique particulière, mais sous la loupe, Clements remarqua quelque chose. On avait sectionné les extrémités des attaches et il y avait là des marques d'outils. C'était une découverte importante parce que les outils utilisés, qu'il s'agisse de pinces ordinaires ou de coupe-fil, laissent des traces caractéristiques. Les attaches avaient été coupées de la même longueur. Il y a une lame sur les coupe-fils. C'est cette lame qui a appuyé sur la courroie de plastique. Les irrégularités de la lame ont laissé des égratignures sur la surface. On les appelle des striations. Elles servent de base pour effectuer nos comparaisons. C'est comme une empreinte digitale. On identifie les caractéristiques uniques de l'outil qui a pu laisser ses marques. Les enquêteurs croyaient que s'ils trouvaient l'outil qui avait servi à couper les attaches, ils trouveraient vraisemblablement le tueur. Cela pouvait nous permettre de résoudre cette enquête, surtout si l'on ne disposait d'aucune empreinte digitale, d'ADN ou d'aucun autre indice qui relierait un suspect à la scène du crime. Les marques laissées par les outils sont des indices aussi probants que si l'on avait trouvé l'outil dans le coffre à outils du suspect. Les techniciens de laboratoire analysèrent également le formulaire de location trouvé sur la scène du crime à la recherche d'empreintes digitales. Voici l'experte en dactyloscopie Gail Mills. Quand on a trouvé ce document à moitié rempli, on savait qu'il était entré en contact avec des mains. Quand on touche un objet aussi poreux qu'une feuille de papier, on laisse des résidus. Ces résidus, ce sont des graisses et des huiles, des sels et des acides aminés. Mills appliqua un produit chimique avant son analyse. Ce produit entre en réaction avec les acides aminés présents dans les empreintes digitales. Elle fit ensuite sécher le papier et l'examina sous un éclairage spécial.
On utilise un éclairage puissant pour examiner certains indices. Cette source de lumière a des longueurs d'onde variées que l'on peut modifier pour rendre certains indices fluorescents. On a examiné le document à l'aide de cette lumière. S'il y avait une empreinte contenant des acides aminés sur le document, elle apparaîtrait. Mills trouva une empreinte qui ne provenait pas des doigts de la victime. Je devais ensuite photographier cette empreinte pour la conserver, et c'est ce que j'ai fait. C'était maintenant aux enquêteurs de tenter de trouver à qui appartenait cette empreinte. Au bureau du shérif d'Harris County, le détective Bell examina les résultats des analyses. Les attaches à fermeture automatique avaient beau avoir été bien coupées et l'empreinte digitale du meurtrier être apparente sur un document, tout cela ne le mettait pas sur la piste d'un suspect. Bell retourna voir le mari de Rita, Jerry Cowan, et lui demanda de faire des vérifications chez lui et de s'assurer qu'en plus de l'argent, rien d'autre n'avait disparu de la caisse. Cowan fouilla les lieux et s'aperçut que certains bijoux avaient été volés, de même que 2 mandats postes. Les enquêteurs se mirent à la recherche des 2 mandats. Jerry se rappelait que 2 ou 3 jours avant le meurtre, sa femme et lui s'étaient procuré ces mandats à l'épicerie près de chez eux. Ils s'en servaient pour payer leurs factures. L'un des mandats s'élevait à plusieurs centaines de dollars et devait servir à régler le paiement mensuel de leur voiture, et l'autre était au montant de $10. Jerry Cowan savait que ces mandats avaient été volés parce qu'il n'avait pas retrouvé les copies carbone. Comme ces mandats étaient équivalents à de l'argent liquide, le détective Bell croyait que le meurtrier avait été motivé par l'appât du gain. Il tenta de retracer ces mandats. Les détectives d'Harris County montrèrent à une caissière la photo de Rita Cowan. La caissière se souvenait de Rita lorsqu'elle s'était procuré ces mandats. Malheureusement, le magasin ne gardait pas un relevé des transactions des mandats. Les enquêteurs ne perdirent pas une minute et appelèrent la société émettrice. J'ai appelé la société qui émettait les mandats et je leur ai dit que j'enquêtais à propos d'un homicide. On m'a dit qu'on pourrait retracer le mandat s'il avait été encaissé, mais qu'il faudrait compter quelques semaines. Les détectives savaient que s'ils ne trouvaient pas un suspect dans les 48 prochaines heures, leurs chances de résoudre cette enquête s'amenuiseraient considérablement. Et ce délai signifiait qu'un meurtrier était toujours en liberté. Les détectives ne tarderaient pas à se rendre compte que ce délai pouvait être fatal. Les détectives étaient aux prises avec l'enquête sur le meurtre brutal de Rita Cowan et le tueur semblait avoir une longueur d'avance sur eux. Dans le comté voisin de Montgomery, seulement 17 jours après le meurtre de Rita Cowan, on trouva une autre femme étranglée dans son bureau. La victime était l'agent d'immeuble Janice Vogel. Ses mains et ses pieds avaient été ligotés à l'aide de fils électriques rouges et elle avait une attache de plastique autour du cou, identique à celle qui avait servi à étrangler Rita Cowan. La nouvelle du meurtre de Janice Vogel se répandit rapidement dans la région métropolitaine de Houston. La population était effrayée. Un détective du bureau du shérif d'Harris County apprit la nouvelle à la télévision et remarqua de nombreuses ressemblances entre ce meurtre et celui de Rita Cowan. Le détective Bell contacta les enquêteurs de Montgomery County. Il semblait bien qu'ils étaient à la recherche du même meurtrier et que celui-ci risquait de frapper à nouveau.
On avait utilisé le même type d'attache pour ce meurtre. Avant le meurtre de Mme Rita Cowan, il n'y avait jamais eu de cas semblable. Et puis, 17 jours plus tard, un deuxième meurtre avait eu lieu dans le même secteur que le premier. Nous avons pensé qu'un prédateur était à l'œuvre et qu'il allait continuer à faire des victimes tant qu'on ne l'arrêterait pas. La police reçut alors une télécopie de la société émettrice des mandats. Pour les enquêteurs, c'était une excellente nouvelle. La société avait découvert que le plus gros mandat avait été encaissé. On m'a envoyé une photocopie recto verso de ce mandat. Y figurait le nom de l'acheteur et au dos, celui de l'endosseur. Le mandat de 400 $ avait été encaissé dans un bar de la région, le Ice House, et la signature était révélatrice. Sur le recto, il était indiqué qu'un certain Roy Landry, dont l'adresse était située dans le sud de Houston, avait acheté ce mandat. De l'autre signature au verso du mandat, on ne pouvait lire que le prénom, Bill. On a effectué des vérifications sur Landry. Il avait un lourd passé judiciaire. J'ai tout de suite pensé, à cause de ce passé, que nous disposions là d'un suspect important. Le détective Bell avait enfin un suspect. Maintenant, il devait le retrouver. On a obtenu la photo judiciaire de Roy Landry, qu'on a jointe à d'autres photos. Et mon collègue et moi, nous sommes rendus au bar Ice House. Le Ice House était un endroit sans prétention où l'on servait bière et whisky et où les clients ne se mêlaient que de ce qui les regardait. Les enquêteurs espéraient obtenir des informations à propos du mandat. Ils montrèrent des photos parmi lesquelles se trouvait celle de Roy Landry. Le propriétaire ne reconnut aucun des hommes et déclara n'avoir jamais entendu parler de ce Roy Landry. Les détectives lui montrèrent alors l'endos du mandat endossé par un certain Bill. Il reconnut aussitôt la signature. C'était celle de Bill Katzner. Il avait eu un autre chèque de lui, un chèque sans provision. Les signatures étaient presque identiques. Le propriétaire connaissait bien ce Bill Katzner, l'homme qui entretenait son système de réfrigération et d'air climatisé. Les policiers voulaient interroger Katzner et Landry. Ils retracèrent Roy Landry en premier. On a réussi à contacter Landry. Il est venu nous rencontrer au service des homicides et on a eu du mal à lui extirper quelques maigres informations sur l'endroit où l'on pourrait peut-être trouver Katzner. Les enquêteurs savaient que Landry avait un lourd passé judiciaire et celui-ci se montrait hésitant à leur livrer des informations. Landry finit toutefois par capituler et il leur donna l'adresse de Katzner. Yeah, he said something about doing a robbery. Said it was an easy pick because the lady was by herself. I asked him why he didn't need to do it himself, and he said he lived too close. You know where that stuff is now? Yeah, it's at that house. Les détectives se rendirent chez lui. Il n'y avait pas de rideaux dans la plupart des fenêtres et peu de meubles à l'intérieur. Cette maison semblait avoir été abandonnée. Katzner était introuvable. C'est alors que le détective Bell fit une découverte intéressante. Je revenais à ma voiture lorsque j'ai remarqué dans l'allée une grosse attache de plastique. Elle était identique à celles utilisées pour les deux homicides. Le détective était conscient que cette attache n'était qu'une preuve indirecte et qu'elle ne lui permettrait pas de procéder à une arrestation. Mais chaque indice le rapprochait de plus en plus du meurtrier.
Les détectives devraient faire vite s'ils voulaient l'empêcher de frapper une troisième fois. Les enquêteurs resserraient peu à peu leur étau sur le suspect qui terrorisait la population. 2 femmes étaient mortes et les détectives travaillaient sans relâche pour arrêter le coupable avant qu'il ne fasse une autre victime. Le détective Ben Bell effectua des vérifications sur ce suspect. Son nom complet était Richard William Katzner et il avait déjà été arrêté par le passé. Le détective Bell interrogea son ex-femme. Celle-ci déclara qu'elle ne lui avait pas parlé depuis quelques semaines. Elle ignorait où il pouvait être, puis elle se souvint d'un incident récent. Katzner n'avait pas effectué le paiement mensuel de sa camionnette. Quelques semaines plus tôt, un homme était venu reprendre possession du véhicule. Katzner était furieux, mais il n'avait rien pu faire pour l'empêcher de repartir avec la camionnette. L'ex-femme du suspect se rappelait qu'il n'avait même pas eu le temps de reprendre son équipement à l'arrière du véhicule. Les enquêteurs se rendirent sur place et interrogèrent le gérant. Il se rappelait avoir vu arriver la camionnette rouge de Katzner. Il nous a dit que lorsqu'ils ont repris possession de la camionnette, tous les papiers de Katzner, son équipement pour réparer les appareils d'air climatisé et ses effets personnels se trouvaient encore dans le véhicule. Katzner les avait contactés pour venir chercher ces choses, mais il n'était jamais venu. La société a alors tout mis dans des cartons qu'elle a entreposés. Les enquêteurs purent voir les effets personnels de Katzner, mais prirent soin de ne toucher à rien. Pour pouvoir les examiner plus attentivement, ils préférèrent obtenir un mandat. On a pu apercevoir beaucoup d'attaches identiques à celles utilisées pour nos 2 homicides. Elles étaient dans le carton. Comme nous avions affaire à 2 cas d'homicide au premier degré, on a décidé de ne rien négliger et d'obtenir un mandat avant de fouiller dans les effets de Katzner. Quelques heures plus tard, les enquêteurs revinrent munis d'un mandat de perquisition. Ils tombèrent alors sur quantité d'indices incriminants. Quand on a pu examiner le contenu du carton, on a trouvé des attaches identiques à celles utilisées dans le cas d'Harris County, et aussi des attaches comme celles de Montgomery County et des fils électriques rouges. Les détectives trouvèrent aussi un mandat au montant de $10 et un formulaire contenant de l'information pour la location de l'espace d'entreposage numéro 308. C'était le double du formulaire trouvé sur le bureau de Rita Cohen. On trouva également une paire de pinces coupe-fil. Au labo, les experts avaient déjà établi que le meurtrier s'était servi d'un outil comme celui-ci sur les 2 scènes de crime. Les experts judiciaires comparèrent le fil électrique rouge trouvé parmi les effets du suspect au fil ayant servi à ligoter les chevilles de Janice Vogel. Notre but, c'était de retrouver les mêmes striations sur ces effets que celles observées sur nos pièces à conviction. On utilisa une loupe ultra puissante pour mieux examiner les striations sur le fil. S'il y avait suffisamment de striations, je pourrais affirmer hors de tout doute qu'aucun autre outil n'avait pu laisser ces marques. Grâce aux indices trouvés à la fourrière, on a pu faire émettre le mandat d'arrestation contre Bill Katzner pour le meurtre au premier degré d'Harris County. Roy Landry, le suspect, avait dévoilé aux enquêteurs où vivait Katzner. Les policiers d'Harris County décidèrent d'aller lui rendre visite le soir à un moment où il serait vraisemblablement chez lui et où il y aurait peu de passants. Les détectives entrèrent dans la maison. Katzner était là, étendu sur le canapé, endormi. Detective Bell, roll your stuff. Now, roll your stuff. What do you want? You're under arrest. Another hand.
Il fut arrêté sans problème et nia être impliqué dans les meurtres. Said you're under arrest. Well, that's all I know about is the money orders. What else do you want? Une fois le suspect en détention, les détectives purent consolider leur enquête contre William Richard Katzner. L'experte en dactyloscopie Gail Mills compara les empreintes digitales de Katzner à celles obtenues sur la scène du crime. Cette empreinte se trouvait sur le formulaire de location à moitié rempli d'un espace d'entreposage. J'avais photographié l'empreinte. Je l'ai comparée à celle de Richard Katzner, le suspect dans cette affaire. Et j'ai pu identifier l'empreinte du pouce de Katzner sur le document. La présence de cette empreinte démontrait que Katzner était bien entré dans le bureau de l'entreprise d'entreposage, mais ne prouvait pas qu'il avait commis un meurtre. Les policiers croyaient que les indices trouvés dans les cartons du suspect leur permettraient de sceller son sort. Matthew Clements, l'expert en marque laissé par des outils, se rappelait que les extrémités des attaches avaient été sectionnées à l'aide de pinces. Maintenant, il avait l'outil dont il pouvait examiner les marques caractéristiques. Pour établir une correspondance entre une paire de pinces coupe-fil et un indice recueilli sur une scène de crime, il faut faire le test du coupe-fil sur un matériau semblable à celui de l'indice qui n'endommagera pas l'outil lui-même. Une fois le test de coupe effectué, Clements dut examiner ses résultats sous un stéréoscope pour comparer les striations de la pièce à conviction à celles de ses coupes d'essai. Dans le cas de Bill Katzner, ces résultats répondirent aux attentes des enquêteurs. Les coupes étaient parfaitement identiques. Les preuves que nous avons pu obtenir, l'empreinte digitale, les traces d'outils sur le fil électrique et sur l'attache, démontraient que Bill Katzner était l'auteur de ces deux meurtres. Et Bill Katzner a eu ce qu'il méritait, la peine de mort. Il a été exécuté le 7 août 2002. Bill Katzner commettait ses crimes dans des endroits retirés. Mais certains meurtriers ne se laissent même pas dissuader par les routes les plus passantes. La ville de Foley, en Alabama, ne compte que 150 000 habitants. Le taux de criminalité y est bas et on y commet rarement des meurtres. Le 4 décembre 1997, en plein jour, on commis un vol près d'une autoroute. Un client venait de faire le plein de sa voiture lorsqu'il entra dans la station pour payer. Rien ne pouvait le préparer à ce qu'il allait voir par la suite. Il appela le service d'urgence. Une ambulance arriva au bout de quelques minutes, mais il était déjà trop tard. On trouva le permis de conduire de la victime. Il s'agissait de Nancy Biddle, 43 ans, la propriétaire de la station-service. Le lieutenant Richard Springsteen du service de police de Foley répondit à l'appel. Il semblait y avoir eu une bagarre, du moins si l'on en jugeait par les blessures aux mains de la victime. On en a recueilli des échantillons de sang, des empreintes digitales et pris plusieurs photos de la scène du crime. Et bien sûr, le corps de la victime a été envoyé au laboratoire judiciaire. Les enquêteurs remarquèrent qu'on semblait s'être servi des couteaux sur le comptoir de vente de sandwich. Ils recueillirent ces indices. Le docteur James Downs pratiqua l'autopsie de Nancy Biddle au service des sciences judiciaires de la police de l'Alabama. Il constata qu'elle avait été victime d'un meurtre brutal. J'ai noté au moins 35 coups de couteau et blessures à son visage, sur sa poitrine et ses membres.
Nancy s'est débattue. Elle s'est bagarrée férocement avec son meurtrier, comme en témoignaient ses doigts disloqués et les nombreuses blessures causées alors qu'elle se défendait. Quand j'examine une blessure faite au couteau, j'essaie de me faire une idée de la dimension de la lame et de voir si le couteau est entré profondément. Il y a toujours place à l'interprétation. Par exemple, une blessure faite avec un couteau à la poitrine sera plus ou moins profonde selon que la victime à ce moment-là inspirait en dilatant sa poitrine ou qu'elle expirait. Le docteur Downs prit note de la profondeur et de la largeur de chacune des blessures, de même que de toutes les marques de couteau laissées sur les os de la victime. Il compara ensuite les blessures au couteau recueillies sur la scène du crime. Lors de l'autopsie de Nancy, il m'a été facile de déterminer que les blessures étaient profondes d'environ 8 à 9 cm et que les coups de couteau avaient traversé les os de la victime, les côtes et le sternum. J'ai examiné les 35 coups de couteau pour déterminer à quoi ressemblait l'arme. J'ai mesuré les blessures sur le corps. Cela donne une idée de la profondeur et la largeur des blessures infligées. La profondeur donne une idée de la longueur de la lame. Ensuite, en examinant les couteaux qu'on m'avait remis, j'ai pu effectuer des comparaisons et déterminer que ces couteaux n'avaient pas causé ces blessures car ils n'étaient pas assez longs, pas assez larges ni assez épais pour avoir infligé les blessures à cette victime. Les policiers trouvèrent un témoin, sans doute la dernière personne avant le meurtrier à avoir vu Nancy Biddle en vie. Le témoin avait pris de l'essence ce matin-là. En retournant à sa voiture, il avait aperçu une Ford Maverick verte garée devant la station-service. Il n'avait pas vu le conducteur, mais la description qu'il fournit de cette voiture donna au moins une piste aux enquêteurs. Même si l'on ne fabriquait plus ce modèle depuis 1977, on constata qu'un nombre important de Maverick vertes était encore en circulation dans la région. Les policiers retracèrent toutes les Maverick vertes dans un rayon de 90 km de la scène du crime. 5 Adam 628, correction, 5 Adam 6208 D. David, County Road 71 north of 64. On interrogea de nombreux propriétaires après avoir vérifié leur identité. Good afternoon. See your license, please. Mais après plusieurs jours, on n'avait trouvé aucune nouvelle piste. L'enquête ne progressait plus. We're looking for a vehicle that matches this description. Obviously, you're not him. Thank you. Et même si les détectives avaient cru que la description de cette voiture les conduirait au meurtrier, cette piste les avait menés tout droit dans une impasse. « 10 jours après le meurtre brutal de Nancy Biddle, la propriétaire d'une station-service, les téléphonistes du service d'urgence reçurent un autre appel de détresse. À la station d'essence Diamond, une autre femme, Linda Weber, la caissière du commerce, avait été trouvée poignardée à mort dans l'arrière-boutique. Les ressemblances entre les deux crimes étaient troublantes. D'abord, cette station-service se trouvait à côté de la même autoroute. Bien qu'il y eût une caméra de surveillance dans l'établissement, quelqu'un avait arraché le magnétoscope de son support. Il n'y avait donc aucune image du crime. Pour le lieutenant Warren Stewart du service d'enquête de l'Alabama, il fallait tenir compte des ressemblances entre ce crime et le meurtre de Nancy Biddle. Sur les deux scènes, il semblait y avoir eu un vol et une bagarre. On ne savait pas si on avait affaire à quelqu'un qui avait besoin d'argent ou s'il s'agissait plutôt d'un tueur en série qui sévissait dans la région de Foley.
Une fois encore, le cadavre fut examiné par James Downs au service judiciaire de la police de l'Alabama. Comme dans le premier cas, le médecin légiste mesura les blessures de Linda Weber et vérifia les marques laissées sur les os. Dans le cas de Linda Weber, il n'y avait pas de blessure aux os qu'on aurait pu comparer au couteau du suspect. Je disposais toutefois des mesures des blessures sur le corps, et ces mesures étaient les mêmes que celles des blessures sur le corps de Nancy Biddle. Downs en conclut que Nancy Biddle et Linda Weber avaient toutes deux été poignardées avec le même couteau. La population et les employés des commerces de la région étaient terrorisés. C'est pourquoi le bureau du shérif de Bowen County forma une escouade spéciale. Elle était constituée des enquêteurs les plus expérimentés du comté. Ceux-ci mirent au point un plan pour capturer le meurtrier. Le détective Huey Mack du service de police de Bowen County dirigeait les opérations. C'était la peur, surtout à ce moment-là, qui dominait dans le public. C'est un secteur où il y a peu de crimes. Les homicides y sont rares, mais quand on a 2 homicides en l'espace de quelques jours et que c'est sans doute le même individu qui les a commis, ça effraie tout le monde. L'escouade manquait d'indices et devait faire appel au public pour obtenir de l'aide. La police fit diffuser les informations concernant les crimes, établit une ligne téléphonique spéciale et demanda l'aide du public. Les efforts de l'escouade portèrent fruit. Une femme se présenta aux policiers qui ratissaient le secteur près de la 2e scène de crime. Le détective Mack pensait qu'il tenait là une piste solide. Après le 2e meurtre, une femme nous a décrit un homme noir qui sortait de la forêt juste avant que le crime ne soit signalé. Cette femme a très nettement entendu les sirènes des patrouilleurs quand elle a vu l'homme s'éloigner de la forêt. Elle croyait avoir reconnu l'homme parce qu'il vivait dans son quartier. Il s'agissait d'un certain Calvin Stallworth. Les enquêteurs suivirent aussitôt la piste fournie par la femme. Ils examinèrent les antécédents de Stallworth. Celui-ci avait un lourd passé judiciaire et il était recherché par la police. Les enquêteurs disposaient d'un suspect. Maintenant, ils devaient le trouver. La police fit parvenir la photo judiciaire de Stallworth aux médias en espérant que quelqu'un pourrait leur dire où il se trouvait. On a transmis l'information au public par le biais des médias, en demandant à quiconque disposant d'informations de nous appeler à une ligne téléphonique spéciale qu'on avait mise sur pied à cet effet et où l'on répondait 24 heures par jour. Et une femme a alors décidé de nous appeler. Après avoir vu la photo du suspect à la télévision, la gérante d'une société d'électricité de la ville contacta la police. Elle avait vu le suspect au bureau de la société où elle travaillait. L'homme était venu régler une note d'électricité impayée. Il avait sorti une grosse liasse de billets et réglé en argent liquide. En entendant des sirènes à l'extérieur, l'homme avait paru nerveux et agité. Puis il était parti. Les enquêteurs obtinrent l'adresse du suspect. C'était là qu'il vivait avec sa petite amie. On présenta un mandat de perquisition à cette dernière. En entrant dans la maison, les détectives trouvèrent Stallworth alors que celui-ci tentait de s'échapper par la chambre du fond. Sachant qu'il pouvait être armé et dangereux, les policiers brandirent leurs armes et lui ordonnèrent de se rendre. Ils menottèrent le suspect et fouillèrent la maison. Pendant ce temps, Stallworth clamait son innocence. Mais dans la chambre à coucher, les policiers trouvèrent des indices incriminants.
un couteau sous le matelas et des vêtements tachés de sang. Calvin Stallworth renonça à son droit de ne pas parler et se mit à dire qu'il n'avait rien à cacher. Il insista sur le fait qu'il ne savait rien des meurtres et qu'il n'était même jamais allé à ces 2 stations-service. Les détectives l'informèrent alors qu'un témoin l'avait vu sur l'une des scènes de crime. Stallworth modifia aussitôt sa version des faits. Le lieutenant Stewart, qui interrogeait le suspect, n'en crut pas ses oreilles. Il a déclaré qu'il est entré dans le commerce et qu'il a aperçu Mme Biddle gisant derrière le comptoir, poignardée. Il a dit qu'il a pris peur, mais qu'il a alors vu l'argent sur le comptoir et le sol. Il avait besoin d'argent pour régler ses factures et il a décidé de profiter de cette occasion. Quant au 2e homicide, toujours selon lui, il est entré et il a entendu du bruit. Il est allé voir dans l'arrière-boutique où il a trouvé Mme Weber, gisant par terre, poignardée à de multiples reprises à la poitrine. Il a levé la tête et aperçu le magnétoscope. Il a alors eu peur. Il craignait d'être accusé d'homicide s'il apparaissait sur les images. Il a donc pris le magnétoscope et il a quitté la scène de ce 2e homicide. Sa version des faits était incroyable. Malgré la déposition détaillée de Stallworth, les policiers avaient mis au point leur propre reconstitution des faits et elle ne correspondait pas à la version du suspect. On examina le chandail taché de sang de Stallworth. William Jones, du service judiciaire de l'Alabama, nous raconte. On prélève un échantillon de la tache et l'on voit si le sang change de couleur afin de s'assurer qu'il s'agit bien de sang. Ensuite, on procède à d'autres analyses pour vérifier s'il y a présence d'ADN humain dans la tache. Le sang sur le chandail avait les mêmes marqueurs génétiques que le sang de Linda Weber. Mais comme Stallworth avait reconnu être sur la scène du crime, cet indice n'avait aucune valeur. Maintenant, Downs devait examiner le couteau trouvé sous le matelas de Stallworth. Il le mesura et nota toutes les données requises. Les dimensions du couteau correspondaient avec la taille et la profondeur des blessures de Nancy Biddle et Linda Weber. And the measurements are consistent with those in the wound. Downs compara ensuite le tranchant de la lame aux marques laissées sur les os des 2 victimes. Encore une fois, les données concordaient. J'ai pu mesurer ce couteau, la longueur, la largeur et l'épaisseur de la lame, et comparer mes données à celles qui venaient de l'analyse des ossements que j'avais conservés lors de l'autopsie. J'ai pu démontrer que le couteau correspondait parfaitement aux marques, comme une main dans un gant, et démontrer aussi que le couteau était de la même dimension que les blessures sur les os. Même si la déposition de Stallworth était incroyable et qu'il avait avoué s'être trouvé sur la scène du crime, cela aurait pu lui octroyer la faveur des jurés. Mais les enquêteurs avaient pris soin de valider leurs preuves grâce à la science pour s'assurer qu'on le déclarerait coupable. Sans la criminalistique, on n'aurait sans doute jamais obtenu gain de cause dans cette affaire. C'est grâce à cette science qu'on a pu démontrer la culpabilité de Calvin Stallworth dans ces 2 homicides. Une fois encore, la science l'a emporté et Calvin Stallworth a dû comparaître en cour. Il a été jugé coupable de 2 homicides au 1er degré. On l'a condamné à mort.
La plupart des meurtriers tentent désespérément d'effacer leurs traces, mais leurs actes de violence laissent des indices indélébiles. La criminalistique permet de lever le voile sur ces preuves et ainsi d'identifier le meurtrier qui a marqué ses victimes à jamais.